Bonjour, je souhaiterais aujourd'hui vous adresser mon mea culpa pour avoir osé remettre en question deux des dogmes les plus fondamentaux du complotisme moderne. Je parle ici d'une part du principe des chemtrails et d'autre part de celui du fake moon landing ou, en d'autres termes, de cette thèse selon laquelle l'homme ne serait jamais allé sur la Lune et il aurait donc encore moins marché. D'ailleurs, pour mieux me rattraper en ce sens, comment est-ce que je pourrais faire mieux que de tout simplement vous démontrer une bonne fois pour toutes le bien fondé de chacune de ces deux théories de conspiration. Or, tout d'abord, pourquoi ne pas commencer par au moins livrer ne serait-ce qu'un début d'explication quant à ce qui a bien pu m'amener à ainsi m'égarer du droit chemin. Hein? Pour ceux qui m'ont suivi un petit peu sur Facebook, notamment à ces niveaux-là, vous serez sans doute familier avec les deux posts suivants que j'irai donc effectuer. Ça, c'est par rapport au fake moon landing et celui-ci par rapport aux chemtrails. Et plus globalement à l'ingénierie et à l'ensemencement de nuages. Donc, vous aurez donc remarqué que tout ça va avoir partie de discussions que je vais avoir eues, soit plus précisément par Messenger et encore plus précisément par le biais de messages vocaux, entre moi-même et un certain Sylvain, dont je préférais taire, du moins comme ça, oralement, le nom de famille. Ce que je vous inviterais à essayer de faire aussi autant que possible, à tout le moins. Non pas que ce soit un grand secret incroyable, parce que sur les posts, c'est très bien mentionné. Mais donc, le principe étant qu'il s'agit ici d'une personne que j'estime et j'admire au plus haut point, et avec laquelle je souhaiterais garder le bon lien que j'ai en ce moment. Remarque, le fait d'avoir des divergences d'opinion n'est pas censé endommager un lien, hein, sauf que de nos jours, dans le genre de société qu'on a, des fois, c'est un peu compliqué. Surtout que la polarisation est toujours plus grande, n'est-ce pas? C'est ça. Puis, vous remarquerez que c'est vraiment des cas d'espèce pour ce qui est de démontrer à quel point ça vaut la peine. Ça peut être précieux et on ne peut plus utile de savoir se faire l'avocat du diable et plus globalement de savoir explorer la perspective adverse, pour ainsi dire. Surtout que Sylvain, c'est ça, on parle ici de quelqu'un qui est extrêmement rationnel et cartésien, pour prendre ses propres termes, et qui d'ailleurs, pour ces raisons-là, se débrouille très bien lorsqu'il arrive en cours, manifestement, pour différentes raisons. Donc, on parle vraiment du genre de personnes puis de contexte de conversation qui permet une argumentation tout à fait rationnelle et d'autant plus pertinente. Donc, ce fameux Sylvain-là va m'avoir permis de vraiment, par le feu de l'argumentation, de la dialectique, aller un peu plus loin, aller un peu plus profond là, dans mes arguments, puis ne pas me contenter de simples sophismes, on va dire, ou de simples impressions, ou genre... en tout cas, vous voyez le genre, et puis de toute façon, je vais y revenir plus en détail à travers le direct. Là. D'ailleurs, avant de me rentrer dans le vif du sujet, puis parlant justement d'arguments, une dernière précision que je voudrais faire, c'était surtout quand il avait été question de ce post-là, là, donc au niveau de la Lune, parce que lui, dans celui-là, je parlais vraiment de... les principaux arguments, je les avais mis sur ce document-là. Je vais évidemment tout mettre les liens de ces deux posts-là sur mon live, là. Et puis donc sur le document, il y a, ce qui se trouve à être là, c'est une discussion entre moi et l'intelligence artificielle. Alors qu'ici, ça c'est vraiment des points qui venaient vraiment de Sylvain lui-même en tant que tel. Or, quand j'étais arrivé avec ça, c'était vraiment surprenant. Les gens, ils allaient discarter automatiquement ce que je disais juste parce que ça vient de l'intelligence artificielle.
Puis là, ben, vous allez être contents, ces gens-là, parce que là j'y réponds aux arguments d'intelligence artificielle. Comme j'avais offert au monde de le faire, j'avais dit, vous n'êtes pas d'accord, répondez sur les arguments. Ben, les gens n'étaient pas capables de le faire. Fait qu'il a fallu au final que je fasse la job à ma place, à leur place, que je fasse toute la job moi-même. Donc, genre, arrêtez faites l'avocat ou pour les deux, la thèse comme la contre-thèse. Mais c'est pas, je veux dire, c'est étrange, là, dans le sens, remarque, il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des choses, puis ça m'a aidé à me faire mon opinion, ça je le cache pas. Mais ce que je trouvais d'autre, c'est la posture des gens, de dire, ah, ça vient de l'intelligence artificielle, c'est pas bon. Ça va falloir, à un moment donné, s'y habituer là, à la présence d'intelligence artificielle dans nos vies, de telle sorte que, puis s'habituer d'autant plus, en fait, à fonctionner avec des arguments. Autrement dit, que la position, l'affirmation, la thèse, les arguments viennent d'une IA, d'un humain, ou d'un martien, ou d'un lapin. C'est pas censé faire de différence à personne. Ou d'un trans, ou de quelqu'un qui se dit « je suis une chaise ». OK, quand on arrive dans l'argumentation, on n'est pas censé commencer à niaiser avec ça, là. Puis là, t'as pas bonne couleur de peau tant qu'à ça, tu sais, je veux dire. non, fait que là, d'ailleurs, que ce live sert d'exemple de c'est quoi répondre pour vrai. Okay? Plutôt juste me dire, ben oui, l'intelligence artificielle a été programmée, donc c'est à ce qu'elle dit, c'est pas bon. Ben, je nie pas le principe-là. D'ailleurs, c'est encore là, ce live-là en est une démonstration. Mais, je veux dire, mais encore, OK? Faut comprendre, c'est quoi, comment ça fonctionne une IA d'ailleurs. Surtout comme Perplexity, qui fait vraiment le tour du web. Elle regarde qu'est-ce qui est dit en termes, puis elle va avoir un biais, oui, pour qu'est-ce qui est plus conventionnel, donc qu'est-ce qui est plus anticomplotiste. Ça ne veut pas dire qu'elle a raison, mais es-tu capable de répondre aux points? Fait que là, sur le document, j'ai un paquet de points. Les gens, ils n'ont pas été vraiment capables d'y répondre. À part avec des grandes déclarations générales, puis de la condescendance. Quoique ça, c'était vraiment des deux côtés de la l'équation, surtout qu'il y avait en fait énormément, même quasiment de violence verbale. Vous pourrez voir sur le post ici, là, beaucoup de mépris, là, puis etc. Là. Mais ça n'avait pas avancé le débat. C'était la même chose pour ce qui est de la sphéricité de la Terre. Là. C'est dur de trouver des gens qui sont capables d'argumenter pour vrai plutôt que juste dénigrer l'autre partie. Ça fait que c'est ça. Donc, l'intelligence artificielle a fait un wrap-up de qu'est-ce qu'il y a, puis il faut comprendre. Écoute, c'est un robot. Elle n'a pas de capacité d'interprétation. Oui? Fait qu'il faut comprendre ça. Là. Si nous, on le fait pas, l'interprétation, c'est qui va le faire? OK. Donc, je ne vais pas repasser à travers tous les points que j'ai mentionnés dans ce document-là. OK? Ça serait inutile. Je vais vous laisser le regarder. Et parce que, en passant de même, en effet, je vais vraiment commencer par par démonter finalement la thèse de l'alunissage des missions Apollo, parce que c'est ce qui est le plus facile à faire. C'est vraiment ce qui est le plus le hoax qui est le plus évident entre les deux, là, carrément, en fait, en plus que c'est le plus ancien. Okay? Donc, ouais, avant encore de rentrer là-dedans, je vais vous montrer autre chose. Okay? Ça, c'est sur mon site. Donc, tantôt, quand je vais parler des chemtrails, tu sais, mon site, c'est lui, là. Quand je vais parler des chemtrails, là j'ai ma page qui est là. Puis, mais là, j'ai juste fait une autre page qui s'appelle est-ce que là, m'a marché sur la Lune? J'ai pas beaucoup, il n'y a pas grand-chose, hein? Mais du moins, il y a le post que j'avais fait, le document de discussion avec l'IA, et surtout ces deux vidéos-là. Tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui vient essentiellement de cette vidéo-là. Il fait tellement la job que même, en fait, moi-même, je vous avoue, j'ai même pas écouté au complet. Sauf que juste avec ce que j'ai visionné, il y a déjà amplement et plus qu'assez de matériel pour faire la job, pour le moins qu'on peut se dire, comme vous allez voir, comme vous allez le constater par vous-même. Alors, sans plus attendre, allons-y. Et toujours pour faire revenir, pour mettre les bases de ce que je vais dire, je commencerai par ce petit post-là que j'ai mis ce matin sur Facebook et qui parle de la compartimentation de l'information. OK? Encore là, ça, c'est aller chercher sur l'IA ainsi que sur Wikipédia.
C'est une première réponse importante aux gens qui vont dire, on va y aller mollo, commencer là, donc qui vont dire, ah, un complot, ça peut pas être gardé par plus que 1000 personnes, etc. Oui, en effet, sauf que ce soit au niveau de la COVID, que ce soit au niveau du fake moon landing, que ce soit au niveau des captures ou n'importe quoi, la compartimentation de l'information explique très bien ça. D'ailleurs, je ne vais même pas répéter tout ça, mais c'est simplement le principe que chaque étage de la pyramide ne sait qu'est-ce qu'elle a besoin de savoir. Toi, tu fais des pièces, tu ne te poses pas de questions. Même l'étage au-dessus, je ne sais pas non plus. Il y a juste les gens complètement en haut de la pyramide qui savent c'est quoi le plan. Donc, il n'y a nul besoin que tout le monde, que ce soit 1000 personnes ou 10 000, soit au courant de c'est quoi le projet global. OK? Ça, c'est la première chose. Un deuxième argument qui est souvent entendu, puis que moi-même j'avais mentionné dans le document qui venait de l'IA, en fait, c'est la fameuse notion que si les États-Unis n'étaient pas allés sur la Lune, la Russie les aurait déboulonnés, ainsi que la Chine. Dans le vidéo en question, ça devrait être mon premier post, ma première capture d'écran. Je vais fonctionner beaucoup avec des captures d'écran provenant du vidéo que je vous ai montré. Fait que vous voyez ici, on a un astronaute américain et un astronaute russe qui se tiennent la main de même. Ça, ce que ça démontre, c'est que il y a plein de programmes conjoints. Okay? C'est juste une illustration parmi d'autres. Entre maintenant la Russie, ou apparemment l'URSS, et les États-Unis, au niveau des différents activités qu'il peut y avoir dans l'espace, que ce soit au niveau de la ISS, International Space Station, ou que sais-je. Donc, autrement dit, les Russes, que ce soit aujourd'hui ou auparavant, n'ont pas intérêt à commencer. Ironiquement, ça peut pas avoir l'air droit à dire, mais ils restent partenaires des États-Unis à ce niveau-là, à tout le moins. OK? Donc, c'est un peu. Il sera en conflit d'intérêt, autrement dit, pour ce qui est de commencer à dire c'est pas vrai, c'est possible. Ça, parce qu'ils se mettraient en chicane, puis ça pourrait leur compromettre différents de ces projets-là. D'autre part, comme c'est dit dans la vidéo, que ce soit à l'époque, qui était en plein cœur de la guerre froide, la Russie aurait pu. Si elle avait commencé à dire ah, c'est faux, ben, elle aurait eu l'air de la mauvaise perdante. Et même que si je vais un peu plus loin que ce qui est dit dans la vidéo, que ce soit la Russie d'ailleurs, d'alors, ou celle d'aujourd'hui, ou par ailleurs la Chine, mais tu sais qui sont quand même des ennemis, nous, hein, au final des États-Unis, là, in the grand scheme of things, ben, pensez-y comme il faut, en termes de géopolitique. S'ils commencent à écœurer les États-Unis sur leur politique interne, ce qui, complètement contraire à leur politique et façon de faire habituelle. Hein. Eux autres, c'est comme, mêlez-nous pas de nos affaires, on se mêlera pas des vôtres. C'est comme ça qu'ils aimeraient ça qu'on procède. Et non sans raison, parce que qu'est-ce que ça fait quand on commence à s'envoyer, à se pitcher des tomates d'un bout à l'autre de la planète, alors que, on s'entend, c'est pas une exagération de dire qu'on n'est pas loin de la Troisième Guerre mondiale là, mais ça n'a jamais été très, la tension, il y a toujours eu une tension. Donc, je sais que oui, les États-Unis sont toujours, eux autres, chercher, initier les troubles, mais ça ne veut pas dire qu'eux autres, c'est ça leur but. Puis qu'il y a nécessairement cette tendance naturelle-là. Donc, c'est ça. C'est pas très logique d'assumer qu'il y ait juste ça à faire, eux autres, de commencer à regarder qu'est-ce qui n'est pas correct dans la politique américaine, puis à dénoncer ci, puis à dénoncer ça, à s'ingérer finalement dans leurs affaires. Surtout que quand tu y penses, ça reviendrait à quoi? Parce que c'est pas pourquoi hein, on veut tellement pas que ce genre de complot-là soit mis au jour. C'est que ça démantèlerait complètement la confiance que les gens peuvent avoir dans leur gouvernement, mais même aussi potentiellement dans les gouvernements. Si tu comprends ces choses-là, ou le complot de la COVID aussi, puis ça, tu te dis, hey, mais là, je peux plus faire confiance à mon gouvernement. Puis, qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Puis là, ça peut donner... c'est ça le terrier de lapin, c'est que là, ça ouvre la porte à un paquet d'autres prises de conscience. Puis, qui, à mon sens, mène ultimement au libertarisme, de dire, ben là, en fond, ça marche pas, cette affaire-là de l'autorité.
Fait que, à ce niveau-là, ils ont un intérêt qui est commun, puis qu'on peut comparer à celui au temps des grandes révolutions, des puissances, des royautés finalement, qui se devenaient étrangement très, très solidaires les unes des autres quand c'était le temps de combattre une révolution. Parce qu'ils disaient, ouais, on a des intérêts nationaux différents, sauf qu'on s'entend sur une chose, on ne veut pas que ce soit des révolutionnaires qui prennent le contrôle. OK? Fait que... fait que c'est ça. Donc ça, cet argument-là, tu sais, là, je brosse ça globalement de même, puis vite comme ça, mais ça, je pense que vous comprenez que ça ne tient pas tellement la route au bout du compte, dans le fond. Je passe aussi la rhétorique très intéressante, très importante, en fait, qui font au début des vidéos à l'effet de qu'est-ce qui serait leur explication du Moon Hoax, OK? À l'effet, je vous résume ça très rapidement, c'est très crédible, vous allez le voir, là, c'est très logique, mais tout ça partirait essentiellement de JFK, qui en 62, il s'est comme vanté, un peu comme les contes de filles, il dit, ah, ma fille, elle peut filer de l'or, là, elle peut transformer le chanvre en or, puis là, le roi, il dit, ah ouais, ta fille, il va voir le paysan, ta fille peut faire ça, ben, là, ça met le paysan dans la merde. Ça ressemble à ça, dans le fond, en réalité, dans le sens que JFK lui avait dit, ah oui, on va... Vu que les Soviétiques avaient pris de l'avance dans la course à la Lune, mais il n'y avait pas tellement de course, il y avait juste une avance des Soviétiques, puis là, les États-Unis disent, ben là, nous, on va être les premiers à mettre la piste à la Lune. Puis il avait été encouragé dans ce sens-là par le directeur, celui qui était à l'époque le directeur de la CIA, qui disait, ouais, on va être capable, des mâles qui se craignent, là, tu sais. Sauf que, des années subséquentes, que ce soit les États-Unis ou les Soviétiques, les Soviétiques aussi se sont emballés un peu plus à ce niveau-là. De toute façon, c'était dans la continuité des choses. Puis là, c'était comme une explosion par-ci, une explosion par-là. Les deux pays se sont rendus compte à quel point c'était compliqué puis d'essayer même d'envisager de se rendre là, puis de tous les obstacles qu'il y avait sur leur chemin, puis que ça serait pas pour le demain la veille, là. Puis, rendu en 67, il y a des preuves claires là, que c'était encore... complètement le dead end, puis qu'ils ne voyaient pas comment il allait réussir à se rendre sur la Lune. Puis puis en passant, parce que là, JFK il avait dit, ah oui, en 69, ça va être réglé, je sais pas trop, c'était mis cette échéance-là. Donc là, tout le monde voyait le deadline qui se rapprochait, puis il voyait de moins en moins comment il réussirait magiquement accomplir cette mission-là dans les temps qui avaient été prescrits. C'est comme s'il s'était auto-tiré dans le pied, auto-mis dans la merde en se mettant ses propres canevas-là, JFK. Puis, là, tout d'un coup, justement, en 69, tout se passe bien, puis on est rendu sur la Lune, mais on les a traversés des obstacles sans aucune explication valable qui n'a jamais été produite dans ce sens-là. Et d'ailleurs, comme vous avez... Il y a certains éléments que vous pourrez voir qui sont très importants que je vais décrire là. Puis, ben, tu sais, c'est quoi l'autre affaire? Donc, que je voulais dire, ah oui, c'est ça, c'est qu'il y a eu énormément de propagande aux États-Unis pendant ce bout-là. Ils en ont fait une grosse affaire, ils faisaient des figurines, ils faisaient il n'y a rien qu'ils ne faisaient pas, tu comprends? D'ailleurs, les gens qui y ont vécu disent, ah, quand tu l'as vécu, tu sais que c'est vrai. Ben, c'est surtout que ce que tu as vécu, c'est un psyop. Puis c'était pas nécessairement voulu, mais c'est que s'ils se sont emballés, tu sais comment ils sont les Américains, là, il n'y avait plus que ça qui existait, tu sais. Les gens les élèves se faisaient des coloriages à l'école, tous les projets portaient sur des affaires de fusée, fait que il y aurait vraiment eu l'air à une gang de tweets s'ils n'avaient pas relevé leur propre défi finalement, ok? Bon, maintenant, si là, on y allait enfin pour les vrais arguments. On va travailler beaucoup, autrement dit, avec les arguments des débunkers eux-mêmes. Dont l'une des premières choses qu'ils disent, c'est que, haha, voilà, une des preuves irréfutables que l'homme est allé sur la Lune, c'est qu'on est capable d'envoyer un laser beam là, sur la Lune puis qu'il est reflété. Ce qui prouve qu'il y a des rétro-réflecteurs qui auraient été mis sur la Lune par les astronautes qui renvoient le laser en question. Problème, c'est que en 1962, donc bien avant les premières missions Apollo, le Massachusetts Institute of Technology, il avait déjà réussi à faire ça, envoyer un laser puis qu'il soit renvoyé.
sans évidemment qu'il n'y ait aucun rétroprojecteur qui ait déjà été mis là. Et puis, on parle ici d'une expérience qui a été répliquée par les Soviétiques 1 an plus tard. Donc, si on retourne un peu aux images, un peu comme si c'était des diapos que je vous montrais. Donc, c'est ça, tu sais, il y a en 1966, cet article-là qui a été publié pour dire qu'il y a 4 ans, un laser a été envoyé envers la Lune et il a été réfléchi, sans qu'il y ait évidemment la moindre trace de rétroprojecteur. OK. Fait que là, ça règle le dossier pour ça. Fait que ça sert à rien de dire c'est parce que les astronautes ont mis un rétroprojecteur, parce que manifestement, tu n'as pas besoin d'un rétroprojecteur anyway pour renvoyer un laser. Bon. Prochain argument des bunkers, les roches lunaires. Ça, c'est intéressant. Parce que les roches lunaires, ceux qui sont prétendus, qui sont avancés comme étant des roches lunaires, ben, oui, ils ont des compositions différentes des roches terrestres. Sauf que il n'y a pas grand scientifique qui va nier le fait qu'il y a des météorites lunaires sur Terre, il y en a plein, dont plusieurs qui ont été découverts en Antarctique. Ça serait comme une très bonne talle pour ça. Or, il y a un certain Werner von Braun de la NASA qui a visité l'Antarctique juste 1 an avant les premiers alunissage, donc en 1967. Fait que ça, puis regardez bien ça, il cherchait ce genre de météorite-là, comme on voit là. Il dit cette expédition a été une des premières à systématiquement rechercher sur la. Il avait l'air très avide, là, très hungry. Il avait faim de trouver des météorites lunaires. Là, hein? Ça se creusait là, sur l'Antarctique, toi, là. Puis tout d'un coup, là, c'était bien important. Hein? La NASA, là, elle-même, tu sais. Fait que. Faut croire. Faut pas s'étonner qu'il ait trouvé donc de telles météorites à partir de là. Et en outre, un certain Bill Wood, un ingénieur spatial, comme on le voit dans l'interview, il explique que ben, de toute façon, tu n'as même pas besoin de trouver des météorites lunaires. Ces roches-là qui se nous ont présentées, ils auraient pu être irradiées, ils auraient pu être exposées au vide ou modifiées même de façon mineure pour apparaître de façon légèrement différente. Et quelle meilleure preuve pourrait-on en trouver que cette roche lunaire qui a été donnée par les Américains au musée d'Amsterdam et qui, en fait, c'était avéré que c'était juste du bois pétrifié. Ça, ce que je vous dis, c'est factuel, là, comme vous pouvez voir. Là. fait que là, ça, au moins, ça, c'est un hoax. C'est avéré, là. Puis c'est drôle, hein, c'est Armstrong et Aldrin eux-mêmes qui avaient offert cette roche-là. Ah, ça commence déjà à sentir un peu le caca, hein? Bon, ça fait que c'est ça. De même, enfin, il n'y a rien qui empêche que la dite roche ait été prélevée par que une ou plusieurs des dites roches a été prélevées par une sonde automatique, ce que les Soviétiques ont justement fait durant la même période. Donc, en gros, les affaires de roches lunaires, ça prouve rien. De plus, mettons que ce soit une roche prélevée sur la Lune ou on peut combiner ces différentes hypothèses-là. Donc, si c'est une roche prélevée sur la Lune ou en Antarctique, après ça, tu remodifies un peu. Sky's the limit. Là. Bon, OK. Là, un autre argument, c'est que le panorama, là, il est trop grand en arrière. Il n'aurait pas pu faire ça en studio. Pourtant, regardez, ça, c'est l'émission Apollo. Puis ça, c'est le film Magnificent Desolation qui, si je me souviens bien, a été fait en 2005. Pas que je m'en souviens bien, je vais vérifier. Fait que là, bon, pas mal similaire, hein? Donc ça serait dur à dire que qu'on ne peut pas faire ça en studio parce qu'ils l'ont fait en 2005. À moins que là, il y aurait l'autre affaire qu'on pourrait dire, c'est qu'à l'époque là, de l'émission Apollo, il n'y avait pas la technologie pour faire ça. Ah, ok, ouais. Ben, regarde, la technologie en fait en question, ça s'appelle le frontal projection, ok? Et comme on peut voir sur les choses subséquentes, ça c'est même en fait plus exactement le fameux Stanley Kubrick qui a développé cette technique-là. Je ne vais pas rentrer dans la théorie de savoir si Stanley Kubrick va avoir été lui-même impliqué activement ou personnellement dans le hoax. De toute façon, c'est en dehors de la question. Ce qui se compte, c'est qu'il a développé la fameuse technique. Ah oui, en passant, ce que je vais montrer là,
dans mon document là, de discussion avec l'intelligence artificielle, vu que je continue à la questionner à partir de ce que les gens me donnaient, les autres, comme contre-argument, j'ai posé ça, puis vous allez voir, à la fin du document, c'est un peu. Ça s'en va un peu nulle part, là, ces réponses qu'elle me donne. Tu sais, c'est pas très cohérent, puis c'est pas très crédible non plus. Okay? D'ailleurs, ça fait que là, on va y aller ensemble dans le vif de ce sujet-là. Fait que, tu sais, ça, c'est le montage, le studio de montage pour le film Magnificent Desolation. Fait qu'on voit que ça se fait quand même assez bien en studio. Puis, comme vous voyez, maintenant, de nos jours, en fait, ils prennent des écrans verts pour ensuite envoyer tu sais, là, la projection, c'est par... je vais prendre mes notes, là, je vais moins bafouiller. Je ne l'ai même pas marqué. Fait que, tu sais, des affaires, des montages qui sont faits par ordinateur, OK? Mais ils envoient ça sur un écran vert. Alors qu'à l'époque, c'était... c'est encore plus moderne, là. Donc, à l'époque, c'était vraiment des projections frontales comme ça, avec un écran extrêmement réfléchissant. Donc, quand je vous parlais de Stanley Kubrick, ça, c'est le film 2001 Odyssée de l'espace. Fait que, tu sais, on s'entend que là, tout le super décor en arrière, ben, c'est pas vrai. C'est tout de la projection frontale. Comme on peut le voir ici, ça, c'était le vrai... le vrai décor, alors qu'en arrière, c'était juste des écrans. On parle vraiment des années 60, là, fin 60. Fait que, or, ça, c'est un autre film de Kubrick. Quand on fait de la projection frontale et tout comme ça, il y a toujours une ligne de démarcation. OK? Et puis, dans les affaires de la Lune, que ce soit les films modernes ou ceux dont on allait que ce serait un montage de la NASA, il y a effectivement, justement, tout particulièrement, toujours une ligne de démarcation. Dans n'importe quel, là, qui est typique là, des montages avec projection frontale. Vous voyez? Ça, c'est du vrai studio, dans tout ce qui est en avant de la ligne, puis en arrière, c'est juste un écran. Vous voyez comment c'est... Peut-être que c'est un hasard que ça fit tout le temps comme ça. La ligne de démarcation, encore la ligne de démarcation. D'ailleurs, même si dans des moments où est-ce que... Je vais reprendre mes notes. Donc, non, je vais finir ma phrase. Donc, il y a certains moments où est-ce qu'ils font des panoramas de la zone d'alunissage, puis ces panoramas sont pris à 360 degrés. Puis que là, tu vois qu'il y a toujours la ligne de démarcation. Donc, la seule façon, pratiquement, d'expliquer ça, ça serait qu'il serait arrivé sur une espèce de cône de même tronqué, puis que ce qui ferait en sorte qu'il y ait toujours la fameuse ligne de démarcation qui est parfaitement là. Donc, c'est ça, tu sais, en d'autres termes, l'élément important à garder en tête, c'est que il y a toujours une fameuse ligne de démarcation qui est présente et qui traverse l'écran de part en part, OK? Et en plus, ah ouais, là, je me dévance, là. Il y avait même déjà les technologies pour faire du frontal projection, même en mouvement, à l'époque, dans les années 60. Une autre technique importante qu'il y avait, c'est celle, toujours à l'époque, du fond peint. D'ailleurs, un des artistes, pour ce genre de toile-là, qui était le plus connu à Hollywood à l'époque, puis même encore aujourd'hui, il s'appelait Nicolas Pecorini, je ne pense pas qu'il soit décédé. Puis il dit, on le voit dans le documentaire, il répond à ceux qui l'interviewent, puis il dit, ben c'est pas vrai que c'est impossible à l'époque. On fait ça depuis les années 30, des décors comme ça, qu'on appelle des backdrops, des toiles de fond, comme notamment dans le film Autant n'apporte le vent. Fait qu'autrement dit, tu sais, une fois que tu as cette ligne d'embarcation, ce que tu mets à l'arrière, tu peux ou bien faire de la projection, ou même mettre un mur où est-ce que c'est peint. Fait que c'est une fausseté pure de dire qu'il n'y avait pas ce qu'il fallait à l'époque pour faire ça. Surtout que, comme on le voit, ça fit, ça ressemble drôlement à ça. Enfin, une autre technique de cinéma qu'il y avait à l'époque, ça, que personne ne va nier, c'est la miniaturisation, dans la capacité de faire des modèles réduits.
ce dont on soupçonne grandement qui s'appliquerait au LEM, là, au LEM, là, donc au module lunaire qui repart de la Lune. Là, mais ça, on va y revenir plus tard. Bon, je sais que c'était un peu mêlant, mais là, le pire est fait. Ensuite, parce que les débunkers qui vont dire, c'est ah, mais regardez, c'est drôle, hein, où est-ce qu'ils sont allés les astronautes, ça fit parfaitement avec ce qu'on connaît de la cartographie lunaire. Sauf que, il s'avère que, comme par magie, puis comme par hasard, dès 1966, il y a la fameuse sonde japonaise Kaguya qui avait été envoyée pour photographier et cartographier le sol lunaire de façon systématique. Puis donc, au niveau de toute sa topographie, notamment. Et puis en fait, les relevés étaient tellement précis que la NASA avait cru bon, ou jugé bon, ou même nécessaire, de construire une énorme map monde 3D qui constitue donc une reproduction excessivement fidèle du sol lunaire. Et qu'on peut même d'ailleurs voir ici. Fait que, donc, tu sais, il avait fait toute cette grosse lune-là, fausse évidemment. Puis regardez l'espèce de rail qu'il y a autour, parce que ce qui est spécial avec ce rail-là, c'est qu'il aurait suffi de se filmer justement en tournant autour de cette map monde-là, pourquoi pas en apprenant le fameux rail, pour donner l'impression qu'on vole autour de la Lune. Puis, fait que là, quand il y a eu Apollo 15, un des astronautes, Hadley Ryle, c'est pas pourquoi j'ai écrit ça. Il dit, comme par hasard, la NASA avait également construit un modèle 3D géant de cette zone, en particulier éclairé par des lampes reproduisant la lumière du soleil, et tandis que la NASA avait précisé de se doter de précisément toute l'apparatus technologique qu'il aurait fallu pour simuler un alunissage. On va checker un peu mes affaires pour mieux comprendre. Là. Fait que ça, c'est le simulateur de la NASA. Puis ça, c'est au niveau c'est l'atterrissage d'Apollo 15. Fait que, comme vous pouvez voir, ça se ressemble pas mal. Ouais, c'est ça le point. Là. Fait que, tu sais, si on regarde la mission Apollo 15, puis donc les photos qui ont été prises par Hadley Ryle, ça ressemble pas mal à ce que la NASA avait fait en termes de photos de leur map monde, alors éclairées par des lampes géantes qui reproduisaient la lumière du soleil. Fait que les images du simulateur se ressemblent en fait tellement qu'on est vraiment en droit de se... Il est vraiment loin d'être impossible d'imaginer que le simulateur a été employé pour répliquer l'ensemble de l'opération d'alunissage. Bon. Fait que là, ouais. Là, je vais avoir un petit problème parce que je vois que j'ai j'ai un problème d'ordre dans mes captures d'écran. Mais c'est pas grave, on va faire avec. Bon, fait que là, en 2007, on passe à un autre sujet. Google a lancé un concours international qui s'appelait Lunar X Prize, où est-ce qu'il donnait une récompense de 30 millions de dollars. Écoutez bien ça, c'est capoté. À la première organisation privée capable d'envoyer sur la Lune un robot capable de parcourir au moins 500 mètres en envoyant en direct vidéo et photos. Il y a 20 équipes là, qui ont appliqué. Puis Google a même promis un 4 millions supplémentaire pour qui serait capable qui serait game et capable d'aller visiter spécifiquement le terrain d'alunissage des missions Apollo. D'ailleurs, il y a une compagnie, Astrobotic Technology, qui a annoncé vouloir faire exactement ça. Puis donc, allez voir le site là, de la plus célèbre mission, c'est d'Apollo 11. Sauf que, checkez bien ça. 4 ans plus tard, pendant que les équipes étaient encore en train de travailler là-dessus, NASA a officiellement instauré une no-flight zone de 2 km de rayon tout autour du lieu d'alunissage des missions Apollo, dans le but de préserver les lieux d'alunissage d'une éventuelle contamination.
Puis donc, et pour préserver le caractère historique de la chose. Fait que donc, déjà, qu'on n'avait aucune preuve concrète du site d'alunissage, du moment où s'est présenté l'opportunité de justement l'obtenir, c'est justement pour... c'est simplement pour simplement préserver, en s'entend, quelques empreintes sur le sol, là, ben, ils l'ont interdit. De telle sorte qu'on ne pourra jamais, en fait, les voir, ces fameuses empreintes sur le sol-là. Fait que... qu'est-ce que vous pensez de ça, vous autres? Bon. Fait que là, OK. On continue. On est rendu aux fameuses questions, aux fameuses ceintures de Van Allen. Donc, pour résumer la patente, c'est très simple. La Terre est entourée de 2 zones circulaires fortement radioactives appelées ceintures de Van Allen, du nom du scientifique qui les a trouvées, puis qui se trouvent elles-mêmes, en fait, à protéger la Terre de radiations encore plus dangereuses qui pourraient potentiellement provenir du cosmos. En fait, qui proviennent du cosmos, mais ils sont comme interrompus. C'est merveilleux, hein? C'est bien fait la Terre, pareil. Hein? Il y a plein de choses pour nous protéger, comme l'atmosphère, la couche d'ozone, et finalement les ceintures de Van Allen. Il faut croire qu'il y a un grand architecte qui planifie tout ça. Que sais-je, je ne sais pas. Fait que les fameuses ceintures, ils commencent à 1500 km de la Terre. Or, toutes les missions aérospatiales qui aurait supposément impliqué, où est-ce qu'il y aurait supposément eu des hommes à bord du vaisseau en question, à part bien sûr les missions Apollo, c'est justement l'exception spéciale, ils ont toujours resté bien en dessous de cette limite de 1500 km-là de la Terre, même qu'en fait, ils sont typiquement plus sur ce qu'on appelle dans l'orbite terrestre basse. Fait que c'est pas mal plus bas que 1500 km. Donc, tu sais, mettons la International Space Station, notamment ces choses-là. Les navettes, Alouettes. Fait que là, puis en 1958, là, ils se sont dit, on va faire des tests pour voir ça, ce qui se passe avec la ceinture de Van Allen. En fait, ouais, c'était notamment pour ça, pour tester ça. Ils ont fait envoyer donc Explorer 1 des premiers satellites, je pense le premier. Donc un des buts premiers, c'était de mesurer la radioactivité dans l'espace. Puis en montant, non seulement la radioactivité, plus il avançait, puis non seulement la réactivité elle montait de plus en plus, là, mais l'aiguille de compteur, elle montait, puis à un moment donné, le compteur, il tombait à zéro. Puis il n'y a personne qui nie dans la communauté scientifique que la raison pour laquelle il tombait à zéro, c'est parce qu'en fait, les radiations étaient rendues juste trop intenses. De telle sorte qu'on même depuis, on les qualifie de mortels. Fait que c'est ça. Là. D'ailleurs, Van Allen lui-même disait que à cause de la grande capacité de pénétration des protons, ça serait pratiquement impossible, du moins à l'époque, de créer un bouclier ou une armure contre ça, de se blinder contre ça, même pour un court passage. Je vous remonte des captures d'écran. Fait que là, ça, c'est cette citation-là de Van Allen. Fait que là, puis, pourtant, si on regarde la capsule Apollo, on voit que c'était un matériel qui était très fin. OK? Et en fait, non seulement c'était très fin, mais plus exactement, il s'agissait en fait d'une fine couche d'aluminium. Même les murs de la capsule étaient tellement... Il était aussi mince et légère que possible. L'astronome qui était interviewé, il dit qu'il était unusually thin. Mais pour revenir à ce que je disais, OK, je suis un peu de coq à l'âne, là. Juste pour renchérir au niveau de la dangerosité des ceintures de Van Allen, puis les Soviétiques, eux autres, ils avaient dit que, parce qu'ils étudiaient les mêmes questions dans les mêmes temps, ils disaient, ouais, même si on essaie de traverser ça, c'est sûr que ça finirait par pénétrer dans le vaisseau. Kennedy lui-même, OK, non pas RFK, mais JFK, il avait reconnu la nécessité de commencer par développer des fundamentally new devices, donc des technologies qui seraient complètement nouvelles pour réussir à se protéger des radiations.
La NASA elle-même a dit qu'il faudrait notamment aussi mesurer la tolérance humaine aux radiations. Il investiguait, il travaillait là-dessus. Tout le monde là, s'entendait sur ça. Or, étrangement, quand est arrivé le moment d'envoyer les hommes sur la Lune, c'est comme si le problème des radiations avait magiquement et totalement disparu. Comme je vous montrais, il y avait d'un, rien ne semble du tout, en fait, avoir été fait au niveau de la capsule pour la rendre plus forte, plus résistante, quoi que ce soit. D'ailleurs, il n'y a aucune explication, il n'y a rien qui est produit à cet effet-là. Là. Ils ne disent pas oui, ben là, on a trouvé une technologie. Non, ils en font juste pas mention. Même que c'est pas rien que ça. Quand il était rendu. Ça, c'est dans le bout où est-ce qu'il aurait été rendu dans la fameuse ceinture de Van Allen. À mi-chemin, là, dans ça, c'était dans le cas de l'Apollo 8, aucune mention qui est faite de la ceinture. On ne parle en fait que de la brosse à dents qui est en pesanteur, que c'est donc drôle. Donc, aucun problème à bord, tout baigne. Tandis que dans le rapport de plus de 250 pages, la traversée des ceintures n'est même pas évoquée une seule fois. En fait, c'est assez exactement comme si le problème des radiations avait carrément jamais existé. Fait que je vous remonte un petit peu. Là. Fait que ça, c'est l'astronaute qui est bien relax. Il parle de sa brosse à dents. Puis ça, ici, c'est l'itinéraire qui est avancé là, par les débunkers. Ils vont dire « Ah, c'est parce qu'ils ont contourné la zone de Van Allen, alors que ça, c'est ce que, apparemment, l'itinéraire que les astronautes auraient suivi en tant que tel. Donc, qui est carrément en ligne directe. Fait que. Puis d'ailleurs, une chose est sûre, c'est que les 8 missions Apollo, ils ont toutes suivi la même trajectoire, tu sais. Puis ce qui est drôle, c'est ça, c'est que les débunkers vont dire, ben oui, ils ont, comme on peut voir ici, ils ont évité les zones les plus denses de radiation. Sauf que ça, apparemment que ce serait le chemin que la NASA elle-même... donc, tu sais, que selon la NASA elle-même, ce serait ça qui aurait emprunté comme itinéraire dans tous les cas. Tu sais. Puis, cette même fameuse NASA, eux autres, ils disaient que les radiations, il a fallu qu'il y ait quand même une explication à un moment donné, qui auraient été reçues par l'astronaute, les astronautes étaient à des seuils d'alerte, bien en dessous des seuils d'alerte, de certaines sortes qui auraient juste reçu des doses complètement négligeables et même comparables à quand tu vas suivre une radiographie. Ça, c'est ça qu'ils disent. Alors, comment expliquer dans ce cas-là que dans le cas des missions d'Orion, qui sont des missions futures, tu sais, je pense que ça devrait commencer en 2026. Tout à coup, les ceintures de Van Allen recommencent à être considérées et décrites comme étant dangereuses. Fait que, tu sais, là, ils disent, ils mentionnent les astronautes à ce niveau-là que il y a un shielding, encore là, il y a une protection qui va devoir être faite et qui va à ce moment-là devoir être mise à l'épreuve. Puis ils disent, on va devoir régler ces problèmes-là avant d'envoyer les hommes dans l'espace. OK? Mais comment ça, régler ces problèmes-là? Dans les années 60, Apollo était censé manifestement est censé avoir eu aucun problème avec à traverser ces ceintures-là, puis même que c'était juste pas pire qu'une radiographie. OK? Donc, comme on peut voir ici sur ces captures-là, ça, c'est des affirmations récentes. Là. Il faut qu'on règle ces problèmes, ces défis-là, avant d'envoyer des humains dans l'espace. Fait comme vous pouvez voir, jusqu'en 1968, les zones de Van Allen étaient considérées comme très dangereuses. Entre 68 et 72, tout à coup, sont tout à fait pas dangereuses. Puis là, aujourd'hui, quand les astronautes commencent à parler des missions Orion, ben, ils redeviennent très dangereuses. T'sais. Fait que là, ça, c'est deux astronautes qui expliquent, ben oui, c'est ça, on ne peut pas aller plus loin
que l'orbite de la Terre. Là, ça, c'est drôle. Ils disent le même langage que Van Allen dans le temps, mais aucune explication livrée par rapport à comment Apollo ils ont fait. Ça, c'est encore des astronautes qui parlent. Des astronautes modernes qui ont l'air d'avoir les deux pieds sur Terre, façon de parler. Même si, en fait, ils sont plus les deux pieds dans l'espace, ou je ne sais pas trop où est-ce qu'ils sont, et qui disent, c'est ça, que si on veut se rendre sur Mars, sur les astéroïdes, ou même juste sur la Lune, c'est bien destination où est-ce qu'on pourrait aller, sauf que pour ça, il va falloir qu'on règle le problème des radiations. Fait que... à date, ça regarde pas tellement bien, hein? Donc, c'est ça. Il dit... dans le moment, en résumé, ils disent on ne peut pas aller au-delà de l'orbite basse, mais peut-être qu'un jour, on va réussir à trouver le moyen de traverser les ceintures. Fait que, tu sais, ça devrait régler la chose, là. Dépendamment des questions d'orbite, de trajectoire, ils ont pris cette trajectoire-là, ils ont pris l'autre trajectoire. Mais si c'est juste une question de trajectoire, comment ça se fait que les astronautes modernes ne mentionnent aucunement ce raisonnement-là, puis cette supposée explication-là, là? Ils disent non, dans le moment, on ne peut pas les traverser. Et peut-être qu'un jour, on va réussir, mais encore faudra-t-il qu'on développe la technologie exactement comme avant, comme le disait Van Allen lui-même. Trop de coïncidence. Maintenant, regardez bien ça. Alan Bean, un des rares astronautes encore vivants qui a des missions Apollo, plus spécifiquement Apollo 12, il s'est fait questionner là-dessus. Écoutez, regardez qu'est-ce qu'il a dit. OK? Là, il a dit... parce qu'il était questionné par rapport avec Saturne Van Allen, il a dit ben, je suis pas sûr qu'on est allé assez loin pour ça. L'astronaute, là. Ta spécialité censée connaître ça sur le bout de ses doigts, là. Ben, ouais, je suis pas sûr qu'on est allé là, puis peut-être qu'on y est allé. Hey! Peut-être. C'est très scientifique, c'est vraiment très professionnel. Hein? Puis là, le gars, il dit, le gars, il explique, ben oui, ils sont de 15 000 km à 40 000 km. Puis il dit, ah ben là, ça veut dire qu'on les a traversés entièrement. Fait que, donc, tu sais, en gros, ça va pas bien. J'en prends ces termes, vraiment, Alan Beam, il dit, maybe we did. Peut-être qu'on les a traversés. Peut-être que oui, peut-être que non, je sais pas. Puis il dit, bah oui, then we went right on through. Oh, on les a traversés même. Ça s'en rend compte. Il n'a pas dit, ah oui, parce qu'on a fait exprès à les contourner. Non. Ce qu'il dit, c'est comme un cruise control, là, comme dans du beurre. Ben ouais, ça n'est même pas rendu compte. Ça vous rend-tu crédible comme explication? T'sais? Donc, comment ça se fait-il qu'un des rares hommes à les avoir traversés ne sait même pas où elle se trouve, ne sait même pas s'il les a traversés, ne sait même pas comment il les a traversés, ne sait même pas comment ça se fait qu'il n'est pas mort, en fait? Alors qu'on s'entend-tu que à quoi est-ce qu'on peut s'attendre des astronautes si c'est pas de justement être capable de calculer de façon très sophistiquée un paquet de trajectoires de vaisseau spatial? C'est pas censé être leur gagne-pain pour leur pain quotidien. Hein? Non, je peux pas trop. Fait que si on revient un peu à mes diapos, regardez, fait que là, encore là, on revient dans les astronautes modernes qui disent va falloir qu'on réussisse à résoudre ces problèmes qui semblent donc impossibles avant qu'on puisse envoyer des gens dans l'espace. C'est assez catégorique, là. C'est assez cohérent, là. Mais, ah ouais, mais comme ça se fait qu'on a employé avant, puis ça a été comme si de rien n'était. Bon, maintenant, on va parler un peu du LEM. Le fameux Mooner, tu sais, le modèle, le fameux Mooner Landing, là, je ne sais pas trop, là, je me souviens plus de... Okay. Mais qui ressemble donc surtout à une maquette de studio, puis donc de cinéma. En fait, un modèle, comme une sorte de modèle réduit géant. Et qui plus est, qui donne surtout et beaucoup l'impression d'avoir été construit à la va-vite, avec notamment des tubes en acier, des feuilles de carton, maintenus ensemble par des simples
bout de scotch tape. D'ailleurs, ce qui frappe peut-être le plus, c'est justement l'usage massif de scotch tape collé n'importe où et n'importe comment et un peu partout, comme s'il s'agissait de retouches de dernière minute. Et tout ça, hein, alors que la température est censée dépasser le 100 degrés au soleil, il n'y a rien de tout ça qu'ils font. Puis, c'est ça. Commençons par vous montrer quelques petites diapos. Parce que là, de loin, il a l'air quand même pas pire. Mais si tu t'approches, là, c'est ça, le module lunaire. Regardez. C'est scotch tape partout, là. Regardez ça. Un bout de... Ça, c'est ça qui est censé être allé sur la Lune, là. Ah oui. C'est comme ça. Hein? Puis regardez tous les panneaux là, qui tiennent là, tout croche, là. Regardez ça ici, là. Ça tient les panneaux de même, là. Hein? Ça vous semble crédible, ça? C'est une affaire lunaire, là. Eux autres, là, les débunkers, comme... c'est dans leur... ils sont prêts à tout pour regarder leur théorie, eux autres. Ils vont dire, ben oui, c'est mieux que les rivets métalliques parce que, à cause justement de la dilatation à la chaleur, les rivets métalliques, ils se dilateraient à la chaleur. Parce que ça fait scotch tape, ce serait très sophistiqué, là. Pourtant, le LEM est également criblé de rivets métalliques. Fait que ça se tient pas trop, là, leur théorie, là. Regardez, on va le voir ici, là. Les rivets métalliques. Ouais, on les a dessus tantôt? Je les ai pas montrés. Ah, ils sont là. Ouais. Regarde les rivets. Fait que, donc, juste pour finir avec le scotch tape, là. Fait que, il y avait là, il y en a ici, il y en a... Regardez ça, toi, le gros scotch tape à finir, là. Puis là, tout ici et là. Ici, comme ça. Puis bon, ça, c'est les fameux rivets métalliques. Fait que là, vous remarquez ça, OK? Des incohérences de même, c'est systématique, c'est constant, ça n'arrête pas. Je fournis une coupe, ça va être là de même tout le temps pour le reste du live. Normalement, dans un procès, quand tu vois ça, c'est censé alerter l'attention du juge. Et voyons, ça ne fait pas sans arrêt. Quand tu as un mensonge puis une arnaque, c'est ça que ça fait. Ça n'a pas le choix. Bon, ben, regarde ça. Fait que, puis ça, avec le sens, on continue avec le niveau de scotch tape. Comme il dit si bien dans la vidéo, il dit comment expliquer cet amateurisme. Hein? Parce qu'on ne parle pas seulement de papier collant, mais souvent de papier d'aluminium. Tandis que les panneaux s'assemblent mal les uns avec les autres. Puis le scotch lui-même semblait surtout à servir à faire tenir ensemble des éléments qui, en fait, sont tellement mal assemblés qu'autrement, ils donnent toutes les apparences qu'il y aurait surtout de très fortes chances de tomber les uns après les autres. T'sais. Fait que si on continue ici, regardez, gros papier d'aluminium. regardez, c'est tout mal assemblé, là. Fait qu'il y a une chance qu'il y en mette du scotch tape dans le fond, comme ici, puis là, c'est vrai que, oh, oui, on voit que ça fait bien qu'il soit là, parce que je suis pas sûr que ça tiendrait sinon, tu sais. Fait que, regardez ça! Ça, c'est allé sur la Lune, ça, là. Bon. Fait que, on passe à un prochain appel. Ah oui, puis, tout ça considérant que le LEM, il aurait coûté pas moins de 2 milliards à l'époque, ce qui, en dollars de 2016, ferait de 21 milliards. Donc, il est encore plus cher aujourd'hui, là. Tout ça pour un véhicule recouvert de panneaux mal assemblés, d'autres panneaux qui sont pratiquement en carton, d'autres en panier d'aluminium, le tout recouvert de scotch tape un peu partout, puis qui n'a pas l'air... qui a vraiment l'air botché, là. C'est carrément c'est du scotch botché. OK. Sous le LEM, maintenant, si on regarde comme il faut, ici, on va voir qu'on peut voir aucun cratère ni aucune marque dans le sable. OK? Rien, absolument rien. Hein? Comment ça se fait donc? C'est censé, cette turbine-là est censée faire un gros exhaust quand même assez puissant. Hein? Ben, tu sais, les débunkers, eux autres, ils vont dire, c'est parce que c'est simple, c'est que, vous n'avez pas compris ça, vous autres, c'est que la Lune, c'est une surface rocheuse de type volcanique. Ah ouais. Là encore,
le vrai problème, en termes de belles contradictions, comme je disais, c'est que Neil Armstrong lui-même a plutôt affirmé, puis ça c'est tout documenté, que ah oui, on parle d'un terrain recouvert de poussière très fine. Tandis que l'astronaute Alan Shepard d'Apollo 14, lui a dit quelque chose qu'on va voir aussi ici. Donc, ça c'est Armstrong, tu sais, les grains de sable très fins, blablabla. C'est comme une poudre. Non, ça c'est celui de l'autre mission que je vous ai mentionné. Là. Le terrain est tellement mou qu'il y en a jusqu'en haut du pied du LEM. Il y a de la poussière extrêmement molle autour du pied antérieur. Fait que... fait que là, ça c'est les témoignages de Neil Armstrong, de l'astronaute Alan Shepard d'Apollo 14, puis aussi James Irwin d'Apollo 15. C'est une couche de terrain mou d'environ 15 cm tout autour des pieds du LEM. Puis, dans les prises de vue, là, tu sais que quand le LEM il redécolle la Lune, on peut voir une grosse quantité de poussière chassée par la turbine centrale du LEM. Pourtant, hein, il se retourne ici, on voit rien. Ah oui, puis ça, là, ici, ça, c'est quoi ça? C'est quand ils sont allés sur Mars. Donc, vous pouvez voir que oui, la poussière a été complètement dégagée par le réacteur. Mais pas ici. OK? Fait que, une des choses qu'ils ont dit, c'est que c'est une poussée très légère. Le LEM, il y a une poussée très, très légère. Là. Ah, c'est fou comme ça prend presque rien lever cette affaire-là. Pourtant, comme on le montre dans la vidéo, tu prends juste une balayeuse là, à feuilles, là, pour dehors, là, un aspirateur, une souffleuse à feuilles, là, ça va suffire à dégager du sable. Donc, on s'attendrait à voir dans le sol lunaire une marque révélant le terrain rocheux sous la couche sableuse. Puisque là, ils disent tout qu'il y a un terrain rocheux en dessous, ouais. Mais ils disent tout aussi qu'il y a du sable dessus. Donc, forcément, surtout que ça prend pas grand-chose pour dégager du sable. En plus que là, il n'y a pas d'eau. Là. Il ne peut pas dire qu'il est mouillé. Non. Fait que il va avoir une trace de ça. En plus que, comme je viens de vous montrer, c'est la sonde de Phoenix, je pense, que quand il envoie, après son atterrissage sur Mars, ben, le souffle des turbines, il a effectivement fait une trace. Ah oui, puis il y a autre chose, c'est... ah oui, regardez ça, c'est des gravillons. On peut voir tous ces petits gravillons-là qui n'ont même pas été éjectés non plus par le souffle là, de la turbine. Fait que, c'est vraiment spécial, hein? Fait que, comme si rien n'était, c'est comme magique. Bon, une autre affaire, qui est relatif à ça, c'est l'absence totale de sable à l'intérieur des pieds en forme d'assiette du LEM. Fait que si on regarde encore une fois un peu plus près, vous voyez, les fameux pieds en forme no dust in the pads. Il n'y a aucun, mais pas le, quand il manque la poussière dans les pieds, mais tu sais, il n'y a même pas le moindre grain de sable. Il n'y a pas, là. Oublie ça. Fait qu'eux autres qui vont dire, alors même que les images de l'unissage montrent que la poussière qui revole. OK? Bon, c'est quoi la thèse des bunkers? Écoutez bien ça. Ils disent c'est parce qu'ils ont. Les astronautes ils ont oublié d'éteindre le moteur. Alors qu'ils étaient censés le faire. Fait que. Pas très professionnel encore là. Hein? Une gang de bozos à date, là, on va voir comment on se fait même à ce qu'ils disent. Ben, parce que là, supposément qu'il était sur un trop gros effet d'excitation. Il était trop énervé. Là. Fait qu'ils n'ont pas pensé à ça, à éteindre le moteur. Fait que ce qu'elle se fait à ça, le moteur était continué. Fait que là, c'est la poussière. Tout a été évacué. Le problème, c'est que dans le film original de l'alunissage d'Apollo 11, on peut entendre Armstrong donner clairement l'instruction d'éteindre les moteurs juste avant que le LEM touche le sol. Tandis que par la suite, il a confirmé en entrevue, oui, le moteur. On pourrait dire, il a donné l'ordre, mais il n'a pas été entendu, il n'a pas été obéi. Parce que c'est une gang d'indisciplinés, là, clairement. Non. C'est le moteur, il a été éteint un peu avant. Soit plus précisément très proche, pas très au-dessus de la surface. OK. Fait que. Ce qui est sûr, c'est que. Aucun espèce de grain de sable, tu sais.
Puis là, quand même que tu dis, ah ouais, oui, c'est parce que là, il y avait un gros jet incroyable, là. Ah oui, gros jet incroyable, hein? Même si tantôt il disait que c'est juste une poussée très très fine, ça dégage pas. Il y a encore des contradictions. Mais si on prend d'un coup, là, on se concentre, là, on est rendu avec une grosse poussée forte, puis ils n'ont pas arrêté le moteur. Ah, mais c'est parce que Neil Armstrong lui-même dit le contraire. Pas très bien, là. Fait que. Bon. Puis, fait que ça, cette photo-là est intéressante aussi. Regardez, on voit deux choses. Aucune trace de vent ou de poussée quelconque, puis, mais full de scotch tape à côté, là, par exemple. Ça, c'est sûr. Ça, hein? Parce que de la chaîne, il n'y a pas de plaisir. Hein? Puis, on constate les mêmes problèmes, les mêmes constats que toutes les autres missions. Apollo 12, notamment Apollo 12 puis Apollo 14. Hein? C'est drôle, toujours le même problème. Je suppose qu'ils ont toujours la même explication. Écoutez, c'est tout cohérent. C'est toujours les mêmes explications qui tiennent à chaque fois. Là. Fait qu'ils ils vont dire c'est ça, que le soupe est tellement fait qu'il ne laisse pas de traces dans le sol, mais il est assez puissant pour éjecter au loin jusqu'au moindre grain de poussière des pieds du LEM. Donc, au moins l'une de ces deux affirmations-là doit nécessairement être fausse. Ou même potentiellement les deux. OK. Une autre affaire. L'absence de flamme visible. Donc, si on retourne un peu dans les genres de diapos, regardez. Quand le module lunaire il repart de la Lune, il n'y a rien. Ah, mais tu sais, je veux dire, rien. Là, quand tu dis rien, c'est comme dans un studio, là, tu sais, que tu dis, je suis un magicien, je vole. Ben, c'est ça, c'est des affaires avec des corps et tout ça. Mais, pas la moindre trace, hein? Bon, fait que là, quelle est l'explication des débunkers? Ils vont dire, non, c'est parce que le carburant hypergolique, qui est ça qu'ils prennent pour les fusées, la flamme que ça fait, là, c'est incolore et transparent. C'est un produit qui est comme ça. C'est pas de comprendre, c'est de même. OK? Le problème, c'est que ce même carburant-là, il est pas. On le connaît, là. C'est pas comme s'il y avait juste étudié la munition en bolo. Et fait que, une chose est sûre, quand tu l'utilises sur Terre, il fait une flamme bien réelle, bien visible et extrêmement apparente, comme on peut le voir ici. Donc, ça, c'est le carburant hypergolique sur Terre. Hein, là, pour faire de la flamme, il en fait. Hein? Puis, quand on veut ça, là, tu sais. Puis, ça, c'est quand la fusée à part. On a tout déjà vu que c'est assez spectaculaire, même, là, tout ce que ça. Sauf que là, ici, là, il n'y a rien. Tu sais, il part, il n'y a rien. Ça, c'est encore la fameuse affaire. Puis ça, là, par exemple, regardez ce que c'est, ça. Ça, c'est SpaceX, là. Il appelle ça, là. Il appelle ça le moteur Draco. Puis ça, c'est dans une chambre à vide. OK? Parce que là, quelqu'un pourrait dire, c'est pas parce qu'il fait une flamme sur Terre que ça va faire ça dans l'espace. C'est pas les mêmes conditions. Genre sur Terre, il y a de l'oxygène, là, tu sais. OK. Mais pas dans une chambre à vide. Fait que, or, qui est justement fait pour répliquer exactement les mêmes conditions que dans l'espace. Fait que ça, là, c'est une chambre à vide. Un vacuum firing. Fait que, comment ça se fait qu'on a une flamme? Autrement dit, ça montre que ça, là, c'est ça que ça ferait, puis que ça fait dans l'espace, le carburant hypergolique. Pas compliqué, c'est aussi simple que ça. Là. C'est ça. Ben là, pour avoir une flamme, il y en a une. Là. Chose est sûre, le Draco, là, ça fait ça. Là. Puis ça, c'est une fusée, bon, évidemment. Ça, c'est encore. Ça, c'est des flammes. D'après ce que je comprends, c'est dans l'espace. OK? Ça, c'est dans l'espace. Carburant hypergolique. Fait que tout du carburant hypergolique sous vide. OK? Donc, dans des conditions. Tout ça, c'est dans l'espace, puis ça, c'est sous vide. Donc, c'est dans exactement les mêmes conditions. On peut toujours voir une flamme, hein, comme on peut le voir. On peut en voir, comme on peut toujours. Comme on peut le voir, on peut toujours en voir. Bon. Fait que ici aussi, grosse flamme. Puis là, alors que là, quand on parle de la Lune, là, c'est tout en douceur. Ici, il n'y a aucun bruit, d'ailleurs, on va y revenir, mais aucune flamme, aucune poussière qui revole, rien du tout. Tout va très bien, Madame la Marquise, il n'y en a pas de problème.
Fait que c'est ça. Fait que donc, je disais, en plus de produire aucune flamme, il se fait aucun son particulier. Puis, donc, même lors de tests sur Terre. Puis pourtant, en fait, quand ils en font les tests sur Terre, le LEM, il en fait du bruit. Pourtant, dans les phases de redécollage à partir de la Lune, on n'entend aucun bruit particulier. Juste, mettons, dans le cas d'Apollo 11, la voix tranquille des astronautes, qui dit, notamment Armstrong, qui dit justement « It's very smooth, very quiet ride ». Quasiment pour dire hey, « c'est incroyable, hein, c'est spécial, comment qu'on n'entend rien. Hein? » Fait que, je sais pas si j'ai une coupe de capture d'écran par rapport à ça. C'est sûr de filmer du son, là. Bon, ça, c'est encore une affaire que l'on voit qu'il n'y a absolument rien qui sort. Ouais, c'est ça. Fait que, regardez, ça, je vais vous expliquer le pourquoi du comment de cette diapo-là. Moi, je fais dur avec mes vieilles technologies. Hein. Je suis digne de la technologie du LEM, là, puis des montages de la NASA. Les autres, leurs théories aux chers débunkers, faut qu'ils débunkent. Il faut qu'ils gardent la théorie. Il faut croire qu'ils sont payés pour ça. Hein. Notamment, Linus, c'est un Italien, je vais vous dire le nom tantôt, puis c'est un collaborateur de la NASA. Après moi, peut-être bien touché une petite prime. Hein. Il dit, dans l'espace, le son ne se propage pas, puis ça va se perdre à l'extérieur. Pourtant, dans la cabine, le moteur est situé au centre, puis les deux astronautes, là, comme on peut voir, il est carrément entre les deux astronautes, à tel point qu'ils sont pratiquement assis dessus. Fait que le moteur, il devrait émettre un bruit puisqu'il est en contact direct avec la cabine, qui est elle-même pressurisée. Fait que... donc, c'est ça. Fait que là, quand même, tu dirais, on est dans l'espace. Dans l'espace, il n'y a pas de son. Mais oui, mais dans la cabine, il est là, le moteur, puis il est censé faire du bruit. Okay? Mais là, vu que c'est super démoncres-là qui ont par définition toujours réponse à tout, ils vont dire, c'est parce qu'il y a des micros. Il y avait des micros, les astronautes, qui sont conçus pour opérer seulement en milieu bruyant. Il ne faut pas être tout près pour se faire entendre. Fait que ces métaux-là, ces sortes de micro-miracles-là, eux autres, ils seraient conçus pour couper le bruit ambiant puis extérieur, tu sais. Fait que, de sorte, faut que tu parles vraiment proche pour que ça marche, tu sais, parce qu'il va couper l'extérieur et le background. OK, ça a l'air crédible, hein? La science-fiction, en réalité, c'est pas grave, hein? On va mettre tout ça ensemble, puis ouais, la technologie, c'est fort. Le problème, c'est que jusqu'à preuve du contraire, ça n'existe pas. Là. Encore faudrait-il nous montrer ces micros-là, comment ils fonctionnent. C'est où je peux acheter ça? OK, c'est juste la NASA, OK. Mais comment ça fait que vous n'en avez jamais parlé? Ils sont où? Comment? Ça doit avoir un nom, ou je sais pas. Puis de toute façon, là, c'est bien simple. Dans Apollo 11, là, à un moment donné, là, ils ont fait une erreur dans leur coup, là, dans leur hoax. Ils ont mané ils ne savaient pas trop quoi faire. Ils ont passé le temps, ils ont allumé un magnétophone pour avoir un fond musical. Puis on le voit dans la vidéo. Je ne voulais pas prendre de vidéo pour ça. Les possibilités techniques, je trouvais qui étaient un peu trop limitées pour ça, mais on le voit dans la vidéo que je vais remettre dans la description, bien sûr. La musique est parfaitement audible. Pourtant, nul bruit de moteur. Alors qu'il est censé être juste en dessous, puis qu'il est censé être en action parce qu'ils sont en redécollage, ils repartent de la Lune. Là. Et d'ailleurs, pourquoi un tel risque pour la sécurité? Pourquoi tu vois, il y a vraiment une atmosphère de... Ils sont au-dessus de leurs affaires, là. Il faut qu'ils n'ont pas de mieux à faire que d'essayer de passer le temps. Hein? Que ce soit quand il s'agit de traverser sa ceinture de banane, Lune, puis on fait flotter une brosse à dents. On part de la Lune. Ça y va tout seul. Hein. Il n'y a pas de poussière qui réveille, rien. Puis pas de bruit. Puis on va mettre de la musique. Alors là, ça fait du bruit. Puis, very smooth. Tu sais, on n'a pas l'air occupé du tout. Là. Ça y va vraiment, là, comme... ça y va tout seul, hein, c'est quoi de le dire. Donc... fait que là, ça, c'est le Air Force Song qui from the tape recorder. Là. Fait que c'est la chanson qu'ils ont fait jouer. Pourquoi mettre en danger leur propre sécurité? Alors que ça peut leur faire perdre la concentration et leur empêcher de communiquer efficacement entre eux autres. Encore du module plein de scotch tape.
OK. Les missing tapes. Ça, c'est assez spécial aussi. Donc, là, les... OK, avant ça, là, il y a l'affaire des plans originaux du LEM, du fameux LEM, on finit avec le LEM, là, qui, en principe, n'existe plus. Il aurait été détruit par la société Grumman qui les a conçus. Et puis, en guise d'explication, il a dit qu'ils ont décidé de s'en séparer parce qu'ils prenaient trop de place. Puis là, avec une arrogance et condescendance étatique habituelle, ils ont dit, ou des sociétés satellitaires proches de l'État, ils vont dire, ben, on est une société d'ingénierie aérospatiale et non pas un musée. J'étais cassé. Fait que de telle sorte qu'ils ne souhaitaient pas assumer le coût de l'entreposage des milliers de mètres cubes de documentation. Des milliers de mètres cubes de documentation. C'est beaucoup, hein? C'est où? Pour un module lunaire, ok, ouais. Fait que, ben oui, mais pourquoi ils n'ont pas avoir justement pas faire un musée? Et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui auraient trouvé ça extrêmement intéressant. Mais de toute façon, vous allez voir, on peut en dire autant de tous les éléments qui suivent. C'est-à-dire qu'au même titre que quand il était la question d'aller visiter le site lunaire, là, ah non, c'est comme par hasard une suppression systématique de l'information qui permettrait de vérifier si c'est vrai tout ça. Donc, venons-en notamment à la disparition des bandes originales concernant les premiers pas de Neil Armstrong, donc celui où ce qui dit un pas de géant pour l'humanité, etc., etc. 40 ans après le premier Moon Landing, la NASA a confirmé que les types avaient été perdus, ou plus exactement, c'est pas qu'ils sont perdus, mais c'est juste qu'on les retrouve plus. C'est une drôle d'explication, hein? Ça fait comme un enfant du primaire là, qui dit non, j'ai pas perdu, je les retrouve plus. Alors qu'on parle pourtant du document le plus important de toute l'histoire de l'humanité, là. Puis qui dit du genre qu'on s'attendrait à ce qu'ils soient conservés sous clé avec un air à température et humidité contrôlée, qui sera accessible à seulement quelques personnes triées sur le volet, là. Donc c'est ça. Donc, tu sais, comme vous pouvez voir ici, ouais, c'est ça. Dans le reportage a été mentionné, là, on les retrouve plus, là, les tapes, là, puis... ça, c'est ok, ça, c'est parce que dans le fond, j'ai fini mes diapos. Il y a un reporter qui est allé poser des questions à NASA, puis vous regardez les vidéos, comment ils sont vraiment embarrassés, là, les gens de la NASA, vous regardez leur non-verbal, vous allez voir que tu vois que ça leur tente pas tellement d'en parler. Puis à Tivissimo, là, donc l'un des principaux débunkers, c'est vraiment comme comment on appelle ça là, avec Facebook, là, en tout cas, hein, l'équivalent, c'est ça, c'est un monde-là qui sont supposément censés faire éclater les vérités, mais qui, en réalité, semblent surtout bien occupés à la faire taire, là. Donc, Tivissimo, il dirait qu'il y aurait une pratique de la NASA qui consistait à détruire systématiquement les bandes magnétiques si personne ne les a demandées. Donc, même si encore là, il s'agirait du document le plus important de l'histoire de l'humanité, drôle d'explication, ça là. Personne ne les a demandées. OK. Fait que ça veut dire que si on prend ce raisonnement-là, là, à la lettre, là, ça veut dire que là, ils détruiraient systématiquement tout, la NASA. Tout ce qu'ils font, ils gardent rien. Ben oui, parce que personne ne demande, on le détruit. c'est assez spécial, là. En plus, ben, c'est tannant, hein? Une chose qui est bien tannante, qu'on ait pas ces tapes-là, c'est que dessus, il y avait toutes des données de télémétrie, dont le rythme cardiaque, les mesures techniques de l'état des instruments du LEM, ce qui aurait notamment permis de connaître la situation effective dans l'espace à chacun des moments des missions Apollo. Bref, tout ce qui aurait pu confirmer l'emplacement du LEM, puis de la situation à bord. Et donc, de vérifier la version officielle, la version gouvernementale, ou inversement, de l'infirmer, bien sûr, surtout. Fait que tout ce qui aurait permis de vérifier si c'est vrai, c'est pas. Ça, ils l'ont supprimé. Et puis, personne ne l'a demandé, on veut qu'on le supprime. Donc, à supposer que la version officielle soit fausse, là, que ce soit un hoax, il faut avouer que c'est quand même très commode pour la NASA que ça ait disparu, ces preuves-là. C'est une drôle de coïncidence que, jusqu'à preuve du contraire, c'est pratiquement juste dans ce cas-ci, là, dans le cas de cette fameuse controverse-là, qu'il y a eu une telle affaire. Parce que, comme je disais tantôt,
je me souviens pas que ça soit arrivé, qu'il ait dit c'est plus une preuve par l'absurde qu'autre chose. De dire, oui, on détruit tout si personne ne le demande. Déjà, ça a l'air nono. Mais donc, dans la réalité, le seul cas où est-ce qu'on a entendu parler de ça, c'est dans ce cas-là. Tout comme ils veulent absolument pas qu'on aille, tu sais, que Google il envoie du monde vérifier sur les sites d'Apollo. Ils ont fait une règle pour ça. Fait que, je sais pas si vous voyez le pattern. Moi, à partir de là, j'ai plus besoin ni de vous en parler, ni même de continuer à écouter le vidéo. C'est trop clair, comme un nez dans une face. OK? On devrait pouvoir s'entendre là-dessus. Puis s'il y a du monde qui veulent continuer à m'ostiner ou à ostiner la version que c'est un hoax, ben amenez vos arguments, mais là, c'est ça. Moi, en attendant, je vais surtout vous montrer, ou plutôt vous remontrer, hein, où est-ce que j'ai pris tout ça. Soit plus exactement ici. Hein? Fait que là, ça, c'est ma page là, que j'ai faite là-dessus. Fait que ça, comme je disais, c'est vraiment ça vient tout de cette vidéo-là. Puis lui, je ne l'ai même pas écouté, mais pas besoin. Là. Si vous voulez l'écouter, vous l'écouterez. Maintenant, passons au chemtrail. On retourne sur mon site, puis on s'en va ici. Fait que j'ai gardé ça pour la fin parce que c'est un petit peu plus embêtant, façon de parler, un petit peu moins évident là, que dans le cas du fake moon landing. Fait que je vais en fait commencer par juste vous montrer ce que j'ai mis sur mon site, OK? Fait que là, tu sais, j'ai mis trois sections. Modification du climat, donc géo-ingénierie, là, en incluant l'ensemencement des nuages. Ça ici, c'est tous les feux de forêt, là, puis donc par rapport à la notion que ça puisse être peut-être potentiellement fait par les gouvernements. Puis ça ici, c'est les fameux chemtrails. Or, ce qui arrive avec les chemtrails, tu sais, le post là, relatif aux arguments de Sylvain ici, là. Puis vraiment, ce que je pense que la première chose que chacun devrait faire, ce serait de lire ça. Parce que ça montre toutes les aberrations qu'il peut y avoir dans ce que la plupart des gens conçoivent comme étant des chemtrails. Autrement dit, là, je ne veux pas relire tout ça, ok, ça vient spécifique, ça vient long, mais pour vrai, si on fait juste se borner à dire qu'à chaque fois qu'on voit un avion dans le ciel, qu'on voit une traînée, c'est un chemtrail, là, ben ça, d'un, c'est ridicule, on s'expose au ridicule, puis ça nuit que ce soit à notre cause ou à ce genre de thèse-là. Okay? De là à dire qu'il n'y a aucune forme en fait de géogénérie puis d'ensemencement de nuages, là, c'est autre chose complètement. D'ailleurs, c'est pour ça que non seulement je l'ai divisé comme il faut dans mon site, mais que la première chose, c'est de diviser ça aussi comme il faut dans notre esprit. Parce que du moment que tu rends compte, comme je le dis dans ce que je viens de vous montrer, que moi et Sylvain, on le démontre, c'est absurde de dire que tout ce qui sort de n'importe quel avion, des réacteurs en arrière d'un avion, que c'est du chemtrail puis que c'est des produits chimiques, ça tient pas la route. Ça tient pas la route aérienne. Et puis, c'est ça. Puis de dire parce que la traînée a disparu tout d'un coup, que c'est parce qu'ils ont épandu leur chemtrail, ça non plus, ça tient pas la route. Fait qu'on peut voir, c'est un dossier qui est plus nébuleux, pour ne pas dire nuageux. Mais là où est-ce qu'on se trompe réellement pas, c'est quand on parle de géo-ingénierie. OK? D'ailleurs, je vais retourner sur mon site. Puis, tu sais, je commencerai par vous montrer ça ici. OK? Donc ça, là, c'est même Sylvain qui me l'a montré lui-même. La loi canadienne sur les renseignements en matière de modification du temps. Fait que c'est toute de la législation, là, OK? Fait que c'est canadienne. Bon, fait que ça va bien l'air que ça se fait. Même chose ici pour la loi sur la provocation artificielle de la pluie. Bon,
On dirait que le lien ne marche pas. Ah, il est là. C'est le Juste Québec. Fait que, vous voyez que ça, c'est pas la même réglementation. Ça, c'est par rapport à l'ensemencement nuage, donc la production artificielle de la pluie. Puis ça, c'est plus global. C'est plus au niveau de la géoingénierie, de la modification, de la géo-ingénierie. Donc, la modification du temps. Puis, au fait, regardez ça, ces 3 liens-là sont quand même assez importants, là, dans le sens, ça, cette vidéo-là, c'est un excellent documentaire d'Idriss Aberkan sur l'histoire réelle des armes climatiques, comme il dit. On va vous laisser le regarder. Il y a ici Geoengineering Watch, qui est un très bon site, puis tu vois qu'il y a comme pas mal de stock qui est là. OK? Puis ça, ici, là, c'est encore une autre recherche que j'ai faite, puis qui représente simplement des questionnements que j'ai envoyés à l'IA. Puis à la fin de ça, on peut notamment voir la différence entre ensemencement de nuages puis la géoingénierie elle-même. OK? Fait que, évidemment, ça pourrait être une bonne idée que vous constatiez, mais ce qui était le point de départ de mon questionnement à l'IA, c'est ces fameuses réglementations-là qui ont commencé à apparaître aux États-Unis dans différents États, comme dont le Tennessee, puis je pense, puis peut-être la Floride, je ne sais pas trop, puis qui ont fait des réglementations contre les chemtrails, contre la géoingénierie. Mais une des reproches qui est faite par tout le monde, c'est ouais, mais vous faites une loi, mais vous ne prouvez même pas que ça existe. RFK lui-même, il a dit oui, j'approuve ce genre de règles-là, mais remarque, c'est pas de son ressort. Lui, il est au niveau du fédéral, puis ça, ça relève vraiment des États spécifiques là, des États-Unis. Fait que c'est eux autres qui peuvent décider d'appliquer ça ou non. Lui, RFK, il les encourage dans ce sens-là, tout simplement. Mais ce qui est sûr, c'est que comme on peut vraiment le voir dans ce document-là, où est-ce que je talonne un peu plus l'intelligence artificielle, c'est que oui, il se passe des choses dans le ciel de façon non astinable, de façon complètement factuelle. Et puis à tout le moins en termes de géo-ingénierie. Sauf que il n'y a aucun registre. Oups! OK? Tiens donc, comme dans le cas de la NASA, comme dans le cas des effets secondaires de vaccins, est-ce que ça veut dire que c'est louche? Est-ce que ça veut dire qu'il y a quelque chose à cacher? Je ne sais pas. Mais quand on cache les choses, quand on n'est pas transparent, par définition, ça donne justement cette impression-là qu'on a quelque chose à cacher. Puis ça n'empêche aucunement tout le monde de faire quelques théories aussi farfelues, peut-être semblées, qui peuvent vouloir faire. Mais ce qui est sûr, c'est que ça ne permet pas d'invalider ces théories-là, puis ni de permettre de croire qu'on pourrait supposément faire confiance au gouvernement, puis dire « Ah oui, ils en font presque pas. » Si vous en faites presque pas, prouvez-le, donnez-nous les chiffres. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Surtout qu'on devrait avoir tout lieu de le faire. Parce que c'est polluant. Puis ça ressort dans le document. Qu'ils prennent du nitrate d'argent ou qu'ils prennent d'autres choses un peu moins nocives pour l'environnement, personne, que ce soit même Sylvain ou l'IA, n'importe qui, va nier que non seulement ça a des effets environnementaux, notamment sur les poissons, sur l'eau, sur la faune aquatique, mais puis donc sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. Mais que c'est des effets quand même assez importants, non négligeables. Fait que c'est comme. C'est absolument injustifiable. C'est même quasiment intolérable de dire qu'on n'ait aucune idée dans quelle mesure c'est effectué, puis c'est quoi l'ampleur de cette pratique-là. Et puis, si je retourne un peu ici, fait que, où est-ce que je voulais en venir avec tout ça? L'autre affaire qui arrive... Ah oui, je vais vous montrer cette vidéo-là. Ça, là, c'est une vidéo que même mon cher Sylvain, donc notamment lui, il va aucunement remettre en question la crédibilité de ça, OK?
Fait que là, on la voit, la technologie. C'est pas juste ça sort par les jets en arrière. Non, non, non. Fait que là, ils font de l'ensemencement de nuages. Puis ça, écoutez, c'est réel, c'est factuel. Ils font ça. Mais dans quelle mesure, dans quelle ampleur, etc., on n'en a pas la moindre idée. Mais on sait que ça a un effet sur l'environnement. C'est ça. Où est-ce que je veux l'emmener avec ça? C'est que dans cette mesure-là, on sait que ça implique des produits chimiques, puis que ça a un effet sur notre santé. Donc, en ce sens-là, à tout le moins, on pourrait parler de chemtrail. Mais sauf que là, on parle d'un chemtrail qui est factuel, qu'on sait qu'on est capable de le retracer. C'est pour ça, vous voyez, c'est pourquoi j'aime mieux choisir les mots comme il faut. Si on commence tout de suite en parlant de chemtrail, c'est pas seulement qu'on peut se perdre un peu en crédibilité puis se fermer des portes, mais c'est que, tu sais, on sort de ce qui est strictement factuel pour rentrer dans l'allégation. Remarque, si je retourne ici, ça, là, c'est une vidéo que, écoute, je sais pas trop comment qu'on peut l'expliquer, là, mais c'est spécial, là. Oups. Fait que, tu sais, donc si on remet ça, là, comme il faut, là, tu sais, c'est quoi cette affaire-là? Fait que, c'est une affaire qui est claire, c'est qu'on serait dur, puis on serait mûr pour une bonne petite enquête digne de ce nom. Mais il se passe de quoi dans le ciel? Comme le cowboy fringant il disait, dans nos forêts, il se passe de quoi de pas catholique? Ben là, c'est dans le ciel qu'il se passe quelque chose d'au moins aussi peu catholique. D'ailleurs, ici, tu as des témoignages de pilotes de l'American Air Force, puis ici, un ex-technicien qui révèle la vérité sombre derrière ses traînées dans le ciel. Ça pourrait valoir la peine d'y regarder comme il faut. Fait que, surtout que ça donne une bonne piste d'explication. American Air Force, tu sais, parce que si une affaire qui n'est pas crédible, comme je vous disais tantôt, c'est de dire que n'importe quel avion de ligne qui passe, c'est des chemtrails, alors qu'on sait que le trafic aérien il a augmenté, on sait que des contrails, ça existe. Tu peux pas juste assumer que n'importe quel contrail, c'est un chemtrail, que n'importe quel avion, c'est ça qu'il fait. Fait que... puis surtout que là, ça deviendrait encore là un peu poussé au niveau de, ben oui, c'est tous les pilotes font des chemtrails, mais il n'y a personne qui les révèle. Mais si on le voit plutôt comme un programme militaire, ben là, ça fait déjà plus de sens, que ce soit en termes de géoingénierie ou de chemtrail en tant que tel. Ah oui, puis tu sais, avant de terminer, ben si je retourne sur le fameux post, quand je vous dis que j'avais fait, là, qui vient de mes discussions avec Sylvain, vous irez voir dans les commentaires, ça serait un peu compliqué de le montrer ici, là. Puis, ah oui, en fait, je voudrais remercier Alain Saint-Pierre, là, qui m'a envoyé beaucoup de choses, là, que ce soit par rapport au chemtrail ou au fake moon landing, qui m'ont beaucoup contribué à aider à faire cette vidéo aussi. Puis, tu sais, c'est ça. Une des choses que je trouve qui nuit au départ, c'est les faux arguments, les sophistes de part et d'autre. Comme exemple, vous allez voir, je n'ai pas pris la peine de tous les retrouver, mais quelqu'un, puis que je respecte encore là beaucoup, il sort, mettons, des plans, des patentes de brevets, puis qui ont l'air d'être des chemtrails, mais si tu dis comme il faut, tu te rends compte que c'est pas ça, OK? Puis que ça s'applique pas. Tout dans la discussion, il y a beaucoup là, de vrai debunking qui est fait de cette manière-là. Fait que, tu sais, je sais pas si vous voyez où est-ce que je veux en venir. Ce qui est important, c'est pas de savoir qui a raison, qui a tort, c'est comment qu'on arrive à la conclusion. Quels sont les arguments, quels sont les faits qu'on donne. T'sais, même si on a raison, si on donne des faits et des arguments qui sont bidons, ben là, on se tire dans le pied puis on ne fait pas avancer là, la cause ni la recherche de la vérité puis tout ça. C'est pas pour dire c'est mal puis il faut pas en faire. Non, c'est correct, c'est un processus puis c'est bien que chacun fasse le mieux qu'il peut, mais au final, on ne peut pas retenir des preuves qui sont pas bonnes. Fait que moi, je pense que là, j'ai fait une bonne job pour ces deux théories-là, que ce soit le fake moon landing ou les chemtrails. Mais encore là, je pense que pour la deuxième question, c'est nébuleux, c'est nuageux.
il se passe quelque chose, c'est sûr. Il se passe des choses. Dans quelle ampleur, de quelle façon, on ne sait pas. Mais tu sais, comme un des vidéos aussi que j'ai mis là, je pense que je l'ai mis à la fin dans la section Chemtrail. C'est que je l'ai mis là. C'est. Ouais, ici, ce ne sont pas des chemtrails. Alors, de quoi s'agit-il au juste? Ça s'appelle Angélique Dufault, là, a mis ça. Là. Tu sais, qu'on voit plein de particules comme ça. Là. Fait que, tu sais, Oui, vive Windsor. Comme vous pouvez constater, je suis dehors. Je vais venir fumer une cigarette. Pensez-vous vraiment que je vais rester ici à fumer une cigarette? Je sais que bien ça. J'enlève ma lampe de poche. On regarde de même, il n'y a rien. Voici à quoi ça ressemble. C'est comme une espèce de brouillard. Une petite brume, juste normal, mais comme toujours, les avions, ils travaillent fort ici à Windsor. Je sais pas pourquoi, mais on est shooté à tous les jours. Puis quand on approche, regardez-moi ça. Fait que, vous voyez, c'est ça, bien malin qui réussit à se démêler dans tout ça. Autant ça pourrait être abusif puis excessif de dire que toute les traînées qu'on voit est nécessairement un chemtrail, autant il se passe quelque chose, c'est pas sain, c'est pas net, ça sent pas bon. Puis, on sait qu'il y a des programmes qui existent, il y a des lois qui sont faites par rapport à ça. C'est des programmes qui, eux-mêmes, ne sentent pas bon d'ailleurs, puis semblent tout à fait louches. L'armée qui m'aide à ça. Si vous pensez qu'on peut se fier à l'armée, je ne vais pas vous alarmer, mais je pense que je vais vous mettre un autre lien dans la description par rapport à ça, comment que c'est pourri puis que c'est pas fiable, cette institution-là, mais pas du tout, bien au contraire. Ça commence à me donner des signes que ça tourne pas rond. Fait, écoutez, j'ai fait 10 minutes que j'ai pu dans ce live-là. Je suis désolé, j'avais quand même une couple d'hésitations puis de chercher mes affaires puis ça. Mais le matériel a été présenté quand même. Parce que, tu sais, je peux pas juste faire ça à temps plein. Là, je fais le mieux que je peux. J'ai travaillé quand même toute la journée puis plusieurs... c'est le fruit quand même de plusieurs jours puis semaines, l'air de rien, de cassage de tête. L'information, les résultats, ils ont été transmis. Fait que j'espère que vous aurez pu prendre conscience de la valeur que ce que je viens l'air de rien de vous transmettre, là, puis vous réaliser à quel point qu'on peut pas se fier à nos gouvernements. Ça, s'il y a une chose qui est sûre, c'est bien dans tout ça, c'est bien ça. Et sur ces belles paroles tellement animantes et encourageantes, on lâche pas. Merci et à la prochaine, pas à la prochaine chicane, mais à la prochaine niaiserie gouvernementale. Ciao!